Alors moi, je suis pédiatre à Bicêtre. Et donc, on m'a demandé de parler sur l'atteinte osseuse chez les enfants qui ont une pathologie hépatique. Alors, j'ai la chance de travailler à côté des centres de référence du foie. Donc, ça m'a permis de découvrir ces atteintes et ces patients depuis quelques années. Donc c'est un vrai plaisir et je vous remercie aussi de m'avoir permis de parler ici aujourd'hui. Alors la particularité de l'enfant, c'est que c'est pas un mini-adulte, hein, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc l'os de l'enfant, il y a vraiment des particularités. Alors il y a l'aspect cartilage de croissance qui est tout à fait spécifique, qui est une zone qui se situe sur les os longs aux deux extrémités et qui permet la plaque de croissance permettant la croissance en longueur du squelette. Il y a la partie minéralisation du squelette qui est la partie formation-résorption osseuse qui ressemble beaucoup à ce dont Karine vient de nous parler, qui va avoir des parties communes avec l'adulte. Et puis il y a la partie croissance staturale. Et donc ces trois, je dirais, compartiments vont pouvoir être atteints dans les pathologies hépatiques de l'enfant. Et on va pouvoir en parler. Et donc l'atteinte osseuse de l'enfant dans les pathologies hépatiques, elle est vraiment multifactorielle. Il va y avoir plusieurs mécanismes qui vont jouer. Alors, on commence vraiment par la partie cartilage de croissance parce que c'est une partie qui est très spécifique à la pathologie pédiatrique, qui est, je dirais, aujourd'hui quand même qui est bien maîtrisée, bien connue et que finalement, avec la supplémentation en vitamine D qui est bien contrôlée, on voit quand même moins, mais qu'il faut bien connaître pour pas se laisser dépasser par la situation. Alors, vous avez à gauche un cartilage de croissance normal, contrôle. Donc c'est normalement une zone qui est très bien limitée, dont on voit bien les rebords, voilà, qui permet la croissance et que vous voyez ici en IRM, une ligne qui est très fine. Et puis chez un enfant qui a une pathologie hépatique pas contrôlée, qui n'a pas de supplémentation correcte en vitamine D, vous avez un cartilage de croissance qui est désorganisé, mal minéralisé, dont les bords sont flous, qui est très élargi, hein, donc du coup qui ne peut pas se minéraliser correctement. Donc on le voit très bien, puis vous voyez qu'en IRM ça se voit très très bien, l'IRM étant un très très bon outil pour visualiser la plaque de croissance. Donc le cartilage de croissance est une des premières atteintes vraiment dans la pathologie hépatique. Et en histologie, quand il n'y a pas de minéralisation du cartilage de croissance, vous avez la perte des colonnes de minéralisation qui permettent la croissance staturale. Et c'est un cartilage de croissance qui devient complètement désorganisé. Et c'est ça qu'on appelle le rachitisme. Donc que ça soit par une atteinte hépatique ou par une carence en vitamine D, je dirais plutôt standard. Et cliniquement, ça va se traduire, cette désorganisation, par une déformation. La croissance ne peut pas se faire dans le bon sens. Le squelette n'est pas minéralisé correctement et ça se traduit par une déformation des membres inférieurs. Et donc vous avez un génuvalgum, donc c'est Lucky Luke, hein, ou alors les jambes en X, c'est pardon, le génuvalgum c'est en X et le génuvarum c'est Lucky Luke. Et en biologie, la biochimie de ces patients-là, c'est vraiment d'avoir un taux de phosphore qui est bas et vous pouvez avoir également une hypocalcémie et une hypocalciurie. Donc ça, on voit ça chez les patients qui ont un défaut d'absorption de la vitamine D, une carence en vitamine D et, comme Karine nous a bien expliqué, également un défaut sur la voie de synthèse de la vitamine D dans le foie et qui va aboutir à une carence d'absorption à la fois du calcium et du phosphore et à cette désorganisation de la plaque de croissance. Donc ça, c'est vraiment l'ostéodystrophie hépatique, qui est une pathologie très spécifique de l'enfant et contre laquelle il faut lutter. Donc on doit vraiment avoir un traitement très systématique chez l'enfant pour éviter cette pathologie. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment la minéralisation du squelette. Donc c'est l'aspect formation, résorption osseuse. Alors la particularité de l'enfant, c'est que on a l'aspect remodelage osseux, qui est que l'os doit se renouveler en permanence, donc avec les ostéoblastes et les ostéoclastes. Mais pour qu'il puisse y avoir une croissance du squelette, il faut que la formation osseuse soit supérieure
prennent le dessus sur la résorption osseuse. Hein. Et donc ça, c'est le processus qu'on appelle le modelage osseux. Hein. Donc il y a un processus, le modelage osseux, c'est que le squelette va se former et que la formation osseuse doit avoir vraiment un effet supérieur. Et donc dans la pathologie hépatique, il y a une atteinte du modelage osseux, il y a une atteinte sur la croissance staturale, et cette formation osseuse est véritablement atteinte et insuffisante. Et donc ces deux processus, le remodelage et le modelage, sont sous l'influence de multiples facteurs qui sont génétiques, nutritionnels, hormonaux, hein, les stéroïdes, les œstrogènes, sous l'influence des facteurs de croissance, en particulier l'IGF, sous l'influence des facteurs mécaniques et de l'environnement. Et donc vous voyez bien que dans tous ces éléments que vous reconnaissez là, il y en a beaucoup qui peuvent être modifiés par la pathologie hépatique. Et donc là j'ai repris des éléments dont on a déjà entendu parler avec Karine, mais qui vont peut-être toucher particulièrement les enfants qui sont atteints de pathologies hépatiques, en sachant que dans les maladies rares du foie chez l'enfant, on va voir peut-être particulièrement des enfants, je dirais, très jeunes. Hein, c'est vraiment, on est vraiment chez des enfants qui sont entre 0 et 3 ans. Hein. Donc, on va avoir l'atteinte de la cholestase. On a beaucoup, donc, la pathologie hépatique va vraiment toucher la formation osseuse, et donc la cholestase, comment est-ce qu'elle va atteindre la formation osseuse. Il y a eu des papiers qui ont montré que le déficit en vitamine K empêchait le travail des ostéoblastes avec le défaut de la production de l'ostéocalcine. La bilirubine avait cet effet direct sur la fonction ostéoblastique. Donc ça, là, il y a vraiment cet effet sur la formation osseuse. Il y a l'aspect de la sédentarité et de l'immobilisation des patients quand ils sont à un stade avancé de leur pathologie. L'insuffisance de production des facteurs de croissance et chez l'enfant de l'IGF-1 va jouer de façon majeure sur la fonction de formation osseuse. Et puis, il a été montré également l'effet propre de certaines pathologies sur la formation osseuse, et donc en particulier comme l'acidose tubulaire rénale ou l'hypomagnésémie, qui sont l'hypomagnésémie, par exemple, entraîne un défaut de production de la PTH. Or, la PTH, c'est un acteur majeur, un stimulateur majeur de la formation osseuse. Donc ça va jouer également. Et vous avez dans le syndrome d'Alagille, le gène lui-même est également un gène qui est important pour la fonction des ostéoblastes et pour la formation osseuse. Donc la maladie elle-même va jouer un rôle. Et puis il y a quand même également une atteinte de la résorption osseuse. Donc on peut avoir une résorption osseuse augmentée. Il y a un très joli papier de l'équipe de Karsanti qui avait montré que le déficit de la vitamine E augmentait la résorption osseuse. L'immobilisation augmente aussi la résorption osseuse. Et puis on a parlé avec Karine du dialogue OPG-Rankligand qui est quand même discutable. Alors comment ça se manifeste chez l'enfant? Le défaut de la minéralisation osseuse, donc de ce dialogue formation-résorption osseuse. Comme chez l'adulte, le signe clinique, c'est les fractures. Il y a deux signes cliniques, c'est fracture et douleur. Le premier signe clinique, c'est les fractures, donc c'est l'augmentation du risque fracturaire. Alors en pédiatrie, les séries sont toujours plus petites que celles des adultes. Hein. Puis alors dans les maladies rares, je ne vous explique pas, c'est encore plus restreint. Donc ça c'est les séries témoins que j'ai mis ici en noir sur le trait rouge. Et donc dans les différentes séries de la littérature, le risque de fracture en personnes aînées est nettement augmenté dans les pathologies rares du foie. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en particulier dans le syndrome d'Alagille, c'est là où il y a le plus d'expériences rapportées. Quand il y a une cholestase, il n'y a pas de doute sur le fait que le risque de fracture est augmenté. Et les sites, donc là il y a peut-être une petite différence avec la pathologie adulte. Les fractures qui sont rapportées sont des fractures des os longs. Alors, tout en sachant que finalement, on n'a pas fait de radio de la colonne, donc il y a une sous-estimation évidente des fractures vertébrales chez l'enfant.
Et la plupart des sites de fractures qui ont été identifiés sont sur les bras et les jambes, hein, donc le fémur, le tibia, l'humérus et l'avant-bras. Donc c'est quand même des nombres de fractures importants, hein, 27 fractures chez 12 enfants. Donc c'est des enfants qui se cassent. Une fois qu'ils ont commencé à se casser, ils se cassent beaucoup. Et la fracture est considérée comme un critère de gravité dans la maladie, d'entrée vraiment de gravité dans la maladie. Hein. Alors, la douleur, c'est un signe clinique de la fragilité osseuse, de l'ostéoporose chez l'enfant. Le gros problème, c'est qu'on n'a aucune évaluation chiffrée, rapportée. On n'a pas d'échelle de douleur chronique pour les pathologies du foie, mais même pour l'ostéoporose chronique de l'enfant. Donc, je n'ai pas trouvé de papier. Nous-mêmes, on n'a pas fait cette évaluation-là encore. Donc, je ne peux rien vous montrer. C'est aussi une diapositive vide. Je peux simplement vous dire que, voilà, une fois que vous mettez en place le traitement, il y a une amélioration de la douleur. Donc, on est certain que c'est un élément de la pathologie. Alors, comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? On fait une densitométrie osseuse. Et donc, chez les enfants qui ont une pathologie du foie avec une cholestase, comme chez les adultes, la densitométrie est basse. Et en moyenne, on trouve des densitométries osseuses aux alentours de -2 déviations standard. Le diagnostic de l'ostéoporose chez l'enfant, la définition est différente de celle de l'adulte. Pour faire un diagnostic d'ostéoporose chez l'enfant, il faut avoir un Z-score de densitométrie osseuse inférieur à -2 déviations standard associé à une fracture significative, c'est-à-dire une fracture du fémur ou une fracture de vertèbre. Alors que chez l'adulte, il suffit d'avoir un Z-score ou un T-score de densitométrie inférieur à -2,5. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas le critère clinique avec. Hein. Donc les patients avec une cholestase ont une densité osseuse basse, donc le foie atteint bien la minéralisation du squelette. Et les marqueurs, la contribution des marqueurs, quand vous dosez les cross-laps, l'ostéocalcine, bon, on ne va pas parler de phosphatase alcaline, mais tous les autres, on peut pas en faire grand-chose. C'est soit haut, soit bas, soit... Voilà. Donc on sait que c'est un défaut de la formation osseuse, mais on a un peu de mal à en tirer quoi que ce soit. Alors comment est-ce qu'on va évaluer la santé osseuse d'un enfant qu'on a en face de soi qui a une cholestase? Il faut évaluer vraiment les deux secteurs, c'est-à-dire il faut évaluer la plaque de croissance et il faut évaluer la minéralisation, le turnover de l'os. Il faut vraiment faire ces deux aspects. Donc l'évaluation de la plaque de croissance, ça s'évalue par les radios. Donc on fait il faut radiographier les plaques de croissance. Classiquement, c'est ce qu'on appelle la radiographie d'âge osseux, parce que le poignet, c'est des cartilages de croissance très fertiles et il y en a beaucoup, donc on voit ça très très bien. Donc on fait la radiographie d'âge osseux et puis on fait un bilan sanguin, dont Karine vient de nous expliquer, et qui permet de mesurer la baisse de la calcémie, de la phosphatémie et de mesurer le taux circulant de vitamine D. Donc si votre vitamine D est trop basse, la PTH va monter. Ça permet vraiment d'analyser cet élément. Et puis, à côté de ça, on analyse la formation-résorption osseuse avec la mesure de la densitométrie osseuse et on recherche des fractures vertébrales avec une radiographie du rachis. Alors, chez l'enfant, on a la problématique de la densitométrie osseuse, c'est-à-dire que comme on a affaire à des enfants très jeunes, la densitométrie en absorptiométrie biphotonique, les normes n'existent qu'à partir de l'âge de 5-6 ans. Et donc, or, les enfants, je dirais les plus malades, ceux qui se fracturent, c'est des enfants de 1-2 ans.
3 ans. Donc ça pose un vrai problème, parce qu'il est difficile du coup d'avoir accès à cette absorptiométrie biphotonique. On peut utiliser la mesure de la densitométrie osseuse au scanner, qui est un autre outil, mais qui est plus irradiant et qui n'est pas accessible partout, dans tous les sites, et qui est moins, je dirais, utilisé, moins reconnu pour la publication, l'utilisation des données. Donc voilà, donc ça c'est une vraie difficulté, je dirais, dans notre pratique. Voilà, mais pour les plus grands, on fait une absorptiométrie biphotonique. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a à faire, et ça il faut le faire quand on est devant un enfant qui se fracture ou qui a une maladie hépatique sévère. Alors ensuite, quel traitement on va mettre en place chez les patients qui ont une pathologie ou une cholestase? Alors pour tous les enfants, il y a la prévention de l'atteinte de la plaque de croissance, et donc ça aujourd'hui c'est vraiment, c'est plus un problème, hein, puisque on rencontre quasiment pas de patients avec des signes cliniques de rachitisme, un peu radiologiques, mais cliniques quasiment pas. Et donc il faut cibler un taux de 25 OH au-dessus de 20 nanogrammes par ml. Et donc ça c'est vraiment, ça permet d'éviter toute pathologie histologique de rachitisme. Ça sert à rien de donner de la vitamine D si on ne mange pas de calcium avec, parce que la vitamine D, son rôle, c'est de permettre l'absorption intestinale du calcium. Donc il faut toujours associer des apports en calcium en rapport avec l'âge de l'enfant. Et chez les patients atteints d'une pathologie du foie, on ajoute arbitrairement à peu près 20%. Donc pour un enfant de 5 ans, 500 mg, un enfant de 7 ans, 700 mg, 9 ans, 900 mg. Et puis, s'il y a un rachitisme actif, on va utiliser une forme plus active de la vitamine D. Et puis pour la prévention du risque fracturaire, eh bien là il faut une prévention multifactorielle, hein. C'est vraiment, on va agir sur tous les facteurs. Il faut mobiliser les patients. Si c'est des grands, agir sur la puberté, les nourrir. Il faut donner des facteurs de croissance s'il y a besoin. Et si les patients ont fait des fractures, alors là on est très embêté chez les enfants puisqu'on n'a pas de molécules, hein. Il n'y a aucun traitement disponible. Et donc le seul médicament pour lequel on a un tout petit peu d'expérience, ce sont les bisphosphonates, mais c'est une molécule pour laquelle on n'a pas d'AMM. Quelle que soit la pathologie, hein, chez l'enfant. Donc vous pouvez tout de suite m'opposer le fait que la pathologie de la minéralisation osseuse du foie de l'enfant, c'est une pathologie de la formation osseuse. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser un traitement anti-résorption osseuse? On l'utilise un peu par analogie avec je dirais les autres pathologies chroniques fracturaires de l'enfant. On l'utilise aussi parce qu'on n'a pas la possibilité, absolument pas la possibilité d'utiliser des molécules qui favorisent la formation osseuse chez l'enfant. Elles sont strictement contre-indiquées. Donc finalement, on n'a pas tellement d'autres choix. Donc on a grâce à l'aide de Martha qui est dans la salle et Emmanuel, on a fait un petit travail sur, on a essayé de reprendre les patients qui ont été traités avec les bisphosphonates à Bicêtre. Donc il y a une dizaine de patients, hein. Donc c'est des patients, vous voyez, c'est des patients qui ont en majorité un syndrome d'Alagille. Donc il y a 10 patients, sur ces 10 patients, à eux 10, ils ont fait 40 fractures. Et dans les 6 mois qui ont précédé le moment où on a commencé les bisphosphonates, ils avaient fait 23 fractures. Donc c'est vraiment des enfants qui sont sévèrement malades de leur minéralisation, mais ils n'ont pas de signe de rachitisme, hein, et c'est vraiment une pathologie de la minéralisation de leur squelette. Et donc quand on commence les bisphosphonates, là on est à un peu plus de 3 ans de recul. On a eu 2 épisodes de fractures après la mise en place du traitement. Voilà, il n'y a pas eu d'autres récidives de fractures. C'est un travail rétrospectif, donc ça n'a pas de valeur, je dirais, autre que ça, qu'observationnelle. Mais on a quand même une impression certainement d'amélioration des douleurs et peut-être d'amélioration sur la minéralisation du squelette. Un petit mot très rapide sur ce que donne la greffe de foie
une fois sur cette pathologie de l'os. Alors on a l'impression que chez l'enfant, c'est quand même une très bonne solution. Dans les revues et dans les recommandations, il est clairement écrit que lorsque les enfants se fracturent, ils commencent à rentrer dans l'indication de la greffe, de la transplantation hépatique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur les différents travaux qui ont été faits, il n'y en a pas beaucoup, mais la transplantation hépatique améliore tous les paramètres. Et améliore et normalise. C'est plus qu'une amélioration, c'est une normalisation. Donc il y a une normalisation de la densitométrie osseuse en 6 à 18 mois. Il peut y avoir une petite baisse initiale, ça c'est un travail qui avait été fait chez des patients qui avaient une transplantation avec corticothérapie. Et ensuite, il y a de toute façon une normalisation après 18 mois. Il y a une diminution de l'incidence des fractures après la transplantation. Il y a une amélioration et une normalisation de tous les paramètres biochimiques. Et puis, donc ça, je voudrais citer le travail de l'équipe de Bicêtre, là, qui a été menée par Dalila et puis une interne argentine. Quoi ? Joséphina, voilà, qui a montré une normalisation aussi complète de la croissance. Donc un autre élément quand même de l'atteinte du squelette. Hein. Vous voyez que la taille moyenne qui était à -2 déviation standard au départ, au moment de la transplantation, est complètement normalisée puisqu'elle est à la moyenne au moment quand les patients sont adultes. Donc j'ai terminé. Donc l'atteinte osseuse de l'enfant, c'est vraiment une atteinte multifactorielle avec une atteinte de la plaque de croissance et un défaut du métabolisme et de l'absorption de la vitamine D, et un défaut de la minéralisation du modelage et du remodelage osseux, et un retentissement sur la croissance. Donc il y a ces atteintes de tous ces composants. Les points marquants, c'est la sous-estimation des fractures vertébrales. Donc il faut faire des radios de squelette, il faut faire des radios de rachis à ces patients. Les fractures chez l'enfant chez les enfants qui ont une pathologie hépatique font rentrer les patients dans une catégorie de gravité de leur maladie. La greffe permettant une récupération complète. Ce qu'il y a, c'est qu'on a encore à évaluer les effets à long terme après cette transplantation. Je vous remercie.